Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous le savez, nouvelle formule, pardonnez-nous de ce retard puisqu'il est prévu, on a changé les horaires, c'est 20h30 désormais, vous allez nous retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30, tout cela pour décortiquer toute l'actualité sportive. C'est vrai que également sur cette chaîne aussi, nous avons des spécialistes un peu partout, notamment avec le basket où vous verrez donc Séverine Méridin à partir de lundi et ce rendez-vous aussi le vendredi soir à partir de 19h pour aussi un petit peu le panorama du sport et surtout le live qui sera présenté le samedi après-midi ou voire le dimanche. Donc vous avez bien compris, c'est avec vous que nous allons faire donc cette nouvelle formule. Donc pour nous ce soir sur le plateau, nous avons avec nous le président de la Ligue de Guadeloupe de tennis de table, monsieur Daniel Méry. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour présenter cette discipline qui mérite d'être connue. Discipline en plein essor où nous avons quand même des représentants qui brillent au niveau du national, de l'Europe, de l'international. D'où ma présence ici parmi vous ce soir. Et puis pour le football, eh bien, nous avons Danielle Montlouis, qui est la présidente de la commission régionale de féminisation foot auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, une saison qui a commencé, en tout cas, tout récemment. On aura largement le temps d'en parler. Vous avez compris, donc un grand sommaire et puis nous aurons et nous irons aussi, parce qu'il faut avoir cette information, et ça c'est depuis belle lurette, sur Challenge Sport 10, nous allons partir du côté de la Martinique. Vous montrer quelques photos, c'est vrai que ça arrive assez souvent, on le dit, il ne faut pas que ça se répète, mais malheureusement, ça s'est produit encore ce week-end, avec des images que donc Yann, qui est à la réalisation technique, va nous montrer des images. Voilà le vélo de Jean-Christophe Florimont. C'est un cycliste donc évoluant en Martinique dans le club ECL. Il participait à un très beau triathlon dans le nord de l'île de la Martinique. Eh bien, il a chuté, attention, pas chuté, il a été percuté même par un automobiliste. C'est vrai que l'entraîneur même, monsieur Delpha, même pensé au pire, puisqu'il a été élutré donc du côté donc du CHU, là qu'on le voit en plein exercice, Jean-Christophe Florimont. Plus de peur que de mal. Il est sorti donc également le même jour à partir aux alentours de 14h, en tout cas Jean-Christophe Florimont qui a participé aussi, on l'appelle, au Tour de la Martinique. Voilà, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. C'était donc ce triathlon du côté du Carbet. Nous aurons, on l'a dit, également aussi du tennis de table, le résultat de Hans, ça sera en deuxième partie. Cyclisme Critérium, la pâtisserie Kio, c'est tout nouveau, c'est un tout nouveau bébé, mais nous aurons aussi cette information avec Priscilla Romain. Et puis l'autre voix aussi de Challenge Sport 10, c'est Séverine Méridin. Elles étaient attendues, elles sont là pour une saison pleine d'émotions génériques. Bonsoir Gisèle. Daniel. Volontairement, je lui dis. Alors, vous êtes donc la présidente de la commission régionale de féminisation de football auprès de la Ligue guadeloupéenne de football, bien sûr. Cette fois, c'est le bon départ, on a envie de dire, pour le championnat? Oui, c'est un bon départ. Ça fait quelque temps qu'on attendait ça. Les filles sont prêtes. Oui. Parce que l'année dernière, on a eu la crise sanitaire. Ça nous a beaucoup perturbés. Mais nous avons pu rebondir quand même avec la Coupe de la région en Guadeloupe. Nous avons pu rebondir avec le football à 8. Nous avons pu rebondir avec le championnat U16. Nous avons commencé à travailler depuis le mois de juillet et août sur les regroupements des sélections U14, U15, U17, U20. Oui. Parce qu'il faut savoir que nos U15 partent à la fin du mois en Guyane pour les interligues anti-Guyane, pour représenter la Guadeloupe pour constituer la sélection outre-mer.
Nous avons beaucoup d'échéances de cette saison. Nous avons nos U20 qui iront à la CONCACAF pour représenter la Guadeloupe au mois de février. Ça fait beaucoup de choses, hein. Et Beaucoup nous aurons- d'activités en tout cas pour... Et nous aurons ouais. également au mois d'août la sélection U17 qui partira également à la CONCACAF pour les qualifications. Oui, Voilà. parce que c'est une obligation pour vous, il faut quand même le préciser à nos amis téléspectateurs, c'est une obligation pour la Ligue qu'il y ait, disons, des représentations justement à cette compétition internationale au niveau de la Caraïbe. Tout à fait, tout à fait. Mais ce sera notre première participation Oui. en U20 et notre première participation en U17. Les joueuses sont là, les joueuses attendent. Effectivement, la crise sanitaire nous avait... on n'avait pas pu participer la saison dernière, mais là on est là, les équipes sont prêtes et puis voilà. Nous avons eu pas mal de nos joueuses qui ont été faire des détections en métropole, qui ont été retenues. Oui. Nous en avons 5 qui sont à Issy-les-Moulineaux. Un petit peu plus quand même par rapport à l'année précédente quand même, hein. Un petit peu plus parce que vu que nous n'avions pas eu les interligues, donc nous avions eu notre passerelle afin de voir les filles, parce qu'il faut savoir que nous sommes en Guadeloupe. Les clubs de la métropole n'ont pas la possibilité de voir les filles. Grâce aux interligues, ils les voient. Donc là, l'année dernière, il n'y avait pas de possibilité. Donc elles sont parties en immersion au Paris FC ou à Issy-les-Moulineaux. Et puis voilà, elles ont été retenues. Bon, merci pour les clubs, c'est un bon travail. Les clubs travaillent beaucoup. Nous aussi également, l'équipe technique, on travaille beaucoup. Donc le football féminin en Guadeloupe progresse. Et puis, Combien de voilà. licenciés pour l'instant? Pour l'instant, on a perdu beaucoup de Oui, licenciés l'année ça, c'est dernière. vrai. La moitié. Donc cette saison, on n'a pas encore fait on n'a pas encore fait le top. On n'a pas encore arrêté pour voir. On attendra après les vacances de la Toussaint pour vraiment arrêter, pour qu'on puisse avoir vraiment un nombre de licenciés féminins. Question, Pascal? Daniel Moluy, quelle est justement cette relation que vous avez en tant que présidente? D'ailleurs, vous êtes une femme, et ça c'est magnifique. Qui mieux pour représenter justement ces dames en tenue? Quelle est la relation aujourd'hui en tant qu'avec le comité, la Ligue de football, avec les différents clubs, sachant aussi, vous venez de le dire aussi tout à l'heure, avec tous les problèmes qu'il y a eu lors donc, de ces 2 dernières années de pandémie? Au niveau de la commission, nous sommes là pour accompagner les clubs, pour les aider. Nous sommes en concertation tout le temps avec les clubs, donc ça se passe bien. Au niveau de la Ligue, pareil, ça se passe bien. Quel est le suivi justement? Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal aussi de jeunes qui ont quitté le département, qui sont partis aussi pour se perfectionner, notamment dans le but d'être professionnels. On a vu du côté de la SC Carénage. Le regard que vous avez par rapport à ça, est-ce qu'il y a aussi un retour? Peut-être 2 questions dans une. Est-ce que vous pensez aussi à ce retour à l'investissement? Oui, tout à fait. Nous avons un suivi parce que les filles, nous avons des nouvelles régulièrement de la part des coachs, de la part des filles également. Donc il y a un suivi qui se fait. Et puis ces filles-là, sûrement quand on aura les compétitions CONCACAF, ces filles-là, on essaiera de faire comme on fait pour les Guadaboy. On essaiera de les faire revenir pour que ces filles-là puissent jouer à la sélection, puissent étoffer les sélections féminines. Alors, les détections, exactement, comment ça se fait? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Comment ça se passe pour elles, justement? Est-ce que les détections se font exactement comme pour les garçons? Oui, tout à fait. Alors? Tout à fait. Donc, nous sommes en relation. Il y a des recruteurs qui viennent Nous sommes en relation avec certains clubs de la métropole et nous avons des filles qui sont en progression, qui sont au pôle aussi. Pas spécialement. Oui. Pas spécialement. Mais enfin, au pôle, il y en a. Il y en a une. Oui. Il y a toujours une au pôle, pas spécialement. Donc après, avec les relations que nous avons avec les clubs, et puis nous investissons sur les filles afin que ces filles-là puissent être vues par ces clubs-là. Alors, une première journée quelque peu tronquée, puisqu'on a eu droit simplement à 2 résultats sur les 6. Comment expliquer ça? Effectivement, il y a eu nous étions Vigilance Orange, donc il y a eu beaucoup de terrains qui étaient impraticables. Oui. Donc on n'a pas pu, les matchs n'ont pas eu lieu. Oui. À cause des terrains. Alors, les résultats, on va les voir tout de suite à l'écran.
concernant d'ailleurs cette première journée. Là, nous sommes en ce qui concerne le classement. Moi, je voudrais voir d'abord les résultats, puisqu'il y a eu des résultats. Voilà. Non, là, ce sont les matchs à venir. Précisément, les résultats, c'est ce qui nous intéresse. Merci Yann, qui va nous donner en quelque sorte ces résultats. On va y aller. Bon, alors, donc simplement, il n'y a eu que 2 résultats, puisque nous avons un tout petit problème au niveau de notre fichier. C'est tout simplement l'entente Arsenal qui était opposée, voilà. Et résultat, eh bien, le Sporting qui s'est largement imposé, il faut le dire, sous le score de 8-0. Donc ça a été une véritable promenade, en tout cas pour cette équipe du Sporting. Oui, parce que le score est assez conséquent, mais après, c'est le premier match, c'est le début du championnat, donc il y aura des matchs à venir, et puis là, on pourra vraiment... Voilà. Et puis l'entente, il y a eu aussi l'entente increvable qui était opposée au CSFF, et victoire 3-0 justement pour cette entente. Oui, 3-1. Oui, 3-1, tout à fait. Oui, pour Bouillon. Bouillante, c'est la première année qu'elle joue à 11, les 2 équipes, parce que ces 2 équipes-là jouent à 8 autrefois, donc c'est la première année à 11, donc voilà, donc je crois que c'est une belle victoire pour les Increvables. Le classement, on va le voir tout de suite concernant cette première journée, classement de ce championnat féminin avec... le Sporting qui caracole en tête avec 4 points juste derrière, eh bien c'est l'entente increvable SSF, c'est un petit peu difficile à prononcer, 4 points également. La Résistance occupe la 3e place avec 1 point pour l'entente Arsenal Stade Lamantinois, et puis derrière, puisque ce sont des matchs qui ne se sont pas déroulés, disputés, l'AS Anonyme, la Roger, l'USBM et l'entente SCC USC qui ferment la marche. Alors, la prochaine journée, ce sera la semaine prochaine. On va voir tout de suite les rencontres comptant pour la 2e journée. Merci à Yann pour la présentation de ces rencontres. Voilà, alors, donc, toutes les rencontres vont se disputer le dimanche 16. USBM qui sera opposé au Sirocco. Ça va se passer au stade des Abîmes, plutôt au stade de Bémaro. Ensuite, la OG face au Sporting, toujours à 15h30, ce sera à Robert. L'entente Arsenal, Stade Lamantinois face Anonyme, eh bien, ce sera à Petit-Bourg. Et AS Moreau face à l'entente CSC à Cambouefort, ce sera au stade au stade de Saint-Félix, au Gosier. Et d'autres matchs, à savoir l'entente increvable SSF, ce sera à Château-Gaillard, à 15h30, et puis une dernière rencontre qui va se dérouler à Marie-Galante à partir de 15h. Ce sera la MGF face à la Résistance. Vous y serez pour ce match? Oui, je serai sur le match de l'AS Anonyme contre l'Arsenal. Oui, alors pourquoi? Parce que je suis entraîneur de l'AS Anonyme. Ah oui, quand même, il faut le préciser. Et là, on va passer justement, Pascal, eh bien, pourquoi pas à la Régionale 1, parce que là aussi, il y avait de l'ambiance, hein, Pascal. Hein. La Régionale 1, d'ailleurs, une très belle discipline qu'est le football, beaucoup plus de licenciés, notamment même si on compare avec d'autres ligues et comités. Mais je vous laisse le choix, bien évidemment, d'enchaîner avec cette Régionale 1. La Régionale 1, c'était la 4e journée dans la poule A. On attendait une réaction des Gosiriens. Eh bien, ils ont assuré l'essentiel. Victoire sans appel, 4-1 face au CSC, ce qui réjouit le coach de cette équipe gosirienne, à savoir Thierry Moka. Réaction. Oui, j'étais très agacé, surtout en première mi-temps, parce que c'était, je pense que vous avez vu tout comme moi, c'était laborieux, donc on manquait de maîtrise. Dans l'animation défensive, c'était loin d'être ça. Et donc, on n'arrivait pas à se procurer des occasions avec beaucoup de fluidité, même s'il y a une équipe en face. Hein. Mais je pense que c'était beaucoup trop poussif. C'est vrai qu'on arrive à marquer, mais les actions qu'on mène sont trop épisodiques. Donc, on devrait, même si on ne termine pas les actions, mais on devrait avoir plus de sérénité dans notre jeu. Et j'ai trouvé qu'en première mi-temps, c'était très, très poussif.
Et donc c'est pour ça que j'étais très agacé. Et puis il y a eu des situations où on donne le bâton pour se faire battre. Heureusement que l'équipe du CSC n'a pas pu concrétiser ces occasions, mais en défense, on prend trop de risques inconsidérés. Nous sommes en ce moment restreints. Il nous manque des joueurs de qualité, nous avons beaucoup d'absents. Ceci n'explique pas notre défaite. Je pense que l'AS Gosier mérite sa victoire, mais chez nous, on était déficient de plein de choses cet après-midi. On va tout revoir avec les joueurs, mais je pense qu'il nous a manqué la qualité, il nous a manqué une bonne touche, avec plus de qualité. On va retenir la leçon et se dire que, comme je dis souvent, il est préférable de perdre 4-1 une fois au lieu de 4 fois 1-0. Mais on a quand même perdu contre une meilleure équipe que nous. Alors, l'ensemble des résultats, d'abord en ce qui concerne cette poule A qu'on va voir à l'écran. La Jeunesse Évolution qui était opposée au Sporting. Victoire des Abimiens sur le score d'1-0. L'AS Gosier, vous l'avez vu, qui s'est imposé face au club sportif Capestirien 4-1. La Restar qui s'est imposé face à la Gauloise. C'est une petite surprise sur le score d'1-0. Match nul entre la JSVH et le CERFA. Dans l'autre poule, ou peut-être on va voir, voilà, dans la poule B, eh bien la Juventus de Sainte-Anne qui était exempt. Les résultats, les trois qui étaient opposés à la solidarité scolaire, score de parité 0-0. L'USBM face à l'AOG 1-0. Victoire en déplacement du Phare face au Dynamo 3-2. Et puis le Sirocco qui a pris le meilleur au dépens du Stade Lamantinois sur le score de 2-1. Ce qui donne au classement. On va voir ça tout de suite. De la poule A d'abord, le CSM qui caracole en tête avec 12 points juste derrière la Jeunesse Évolution 11, troisième le Sporting 9 points pour l'AS Gosier, le CFA qui occupe la 5e place, à la 6e place c'est la Gauloise, la JSVH occupe la 7e place, 8e c'est la Restar et le club sportif capestirien 9e avec seulement 4 points. Dans la poule B, le classement, le Sirocco en tête avec 11 points juste derrière, l'Étoile 10 points, 3e l'USBM 9 points, 8 points pour le Phare de Petit Canal qui est 4e, 5e la Solidarité Scolaire 7 points, la Juventus occupe la 6e place, 7e c'est le Stade Lamantinois, 8e la Haut-Goubert, et puis ferme la marche, Dynamo du Moule avec 2 points. Madame Moluy, la présentation a été toute faite depuis l'entame même donc, de ce Challenge Sport. Manuel Méry, président donc, de la Ligue de tennis de table donc, de la Guadeloupe, depuis plus de 7 ans quand même. C'est vrai, c'est onomatopée, le ping-pong, mais c'est vrai qu'on dit la Ligue de tennis de table. Alors, au regard de ce que vous avez aussi sur le football aussi, très, très rapidement. Ben, ma foi, comme tout Guadeloupéen, nous sommes intéressés par le football. C'est un sport quand même, je dirais, régional, d'accord, qui marque tout le monde. Et c'est vrai que notre but à nous, c'est, comme on le sait, on n'a pas de Ronaldo dans tous les clubs. Et nous sommes là justement pour montrer qu'au niveau de la Guadeloupe, nous avons le potentiel pour diversifier justement ce panel de sport. Et le tennis de table, par rapport à tout ce qu'il peut apporter, est l'un de ces sports qui permet aux jeunes de s'y retrouver au niveau sportif sur l'échiquier des sports en Guadeloupe. Alors on imagine aussi que vous aussi, vous avez subi les foudres même donc, de cette Covid-19. Combien de licenciés aujourd'hui vous avez à peu près 200, 300 licenciés? Alors actuellement, les licenciements sont... Enfin, la mise en place du championnat se met en place, donc forcément les licenciés viennent au fur et à mesure. Donc pour le moment, nous comptabilisons environ 203 licenciés. Mais comme chaque année, c'est autour du critérium que les licences se font vraiment. Quoi. Donc c'est seulement à la fin du mois de novembre, on pourra vraiment vous donner un chiffre précis là-dessus. D'accord, donc avant de tout décortiquer, que ceux et celles qui nous regardent bien comprennent aussi donc, l'enjeu du tennis de table. Parfois on dit que c'est un petit peu le parent pauvre, mais nous avons d'excellents champions. On l'a vu avec le transplanté Robin Racassin, il y a Alexandre aussi Racassin, et il y en a d'autres aussi qui vont partir en tant que vétérans. On ne va même pas énumérer tous les titres de Robin Racassin, puisque c'est quand même quelqu'un d'assez formidable, transplanté, champion d'Europe, champion du monde par équipe, donc c'est quelqu'un de vraiment de formidable. Alors vous avez parlé tout à l'heure justement de critérium, de licenciés. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a un début de saison?
hein, pour les licences. Pourquoi est-ce que vous parlez d'individuel? Comment est-ce que ça se passe pour justement avoir sa licence au sein du tennis de table? Alors, il faut d'abord préciser que nous avons quand même 6 grands clubs en Guadeloupe, enfin 6 clubs en Guadeloupe, où les licenciés peuvent s'entraîner, où on amène et on invite les Guadeloupéens à s'y rendre. Maintenant, au niveau de l'organisation, il faut savoir qu'il y a le championnat par équipe, d'une part, et le championnat individuel, qu'on nomme Critérium fédéral. C'est vrai que le championnat par équipe, c'est une organisation particulière. Beaucoup s'y trouvent. D'autres préfèrent les challenges individuels, tels que le Critérium, pour pouvoir, ma foi, viser le titre de champion de la Guadeloupe. C'est le titre très convoité, je dirais le plus convoité. Et beaucoup s'y préfèrent se consacrer à cette préparation individuelle au lieu de, comme on dirait, laisser montrer son jeu durant les championnats par équipe. Donc, c'est pour certains, c'est une stratégie. Pour d'autres, ma foi, c'est le but de leur saison. D'accord. Il ne faut pas oublier quand même que nous revenons de, je dirais, presque 2 années de disette en termes sportifs. Donc, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Là, nous sommes en train de faire la reconquête de nos anciens licenciés et également faire un gros travail au niveau des jeunes de façon à massifier un peu cette discipline qui souffre un peu de son image, qui souffre du manque d'image. Mais bon, je suis là ce soir avec vous pour pouvoir justement... Justement, c'est le but, vous l'avez constaté aussi, nous sommes pluridisciplinaires, on a essayé d'élargir, on fera bien évidemment le nécessaire. On va passer la parole à Richard Etienne. Donc, tous les matchs aujourd'hui se font en nocturne, c'est ça? Oui, enfin nocturne, oui, à partir de 18h. À partir de 18h, tout à fait. Ouais, là, on n'est plus dur. Avec, il y a très rapidement, on va avoir des photos donc, de ce week-end. Je crois que c'est la 2e ou 3e journée. La 2e journée. La 2e journée, voilà, très bien. Donc là, on serait tenté de dire, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, ce sont les jeunes, ça. Non, ce ne sont pas. Je dirais que ce sont des anciens jeunes. Je préfère que ce soit vous qui le dites. Ce sont des anciens jeunes, oui. Mais c'est l'équipe 3 de Mornalo. D'accord. Voilà, donc ce sont des anciens, pour la plupart des vétérans, des gens qui sont là justement pour faire la relance pour les jeunes, pour montrer que le tennis de table a cette particularité, on peut la pratiquer pendant longtemps, à un âge déjà très avancé. Absolument. On enchaîne avec d'autres photos, il y en a d'autres encore. Nous avons ici le stade Lamantinois de tennis de table, d'accord, avec des gens qui sont très connus. Tu as trouvé. C'est Daryl que je vois? Alors oui, on voit Daryl. Alors c'est Daryl Branco. C'est un jeune particulier parce que... Voilà, il est sourd-muet. Mais cela ne l'a pas empêché quand même de développer son sport et d'avoir même des diplômes au niveau de cette discipline. Alors juste pour montrer Daryl, comment on peut le montrer à partir du filet, voilà, il est juste en face du filet. C'est lui Daryl, c'est le fils de Franck Branco. Et je salue son père parce que son père l'a toujours accompagné. Vous voyez, il y a de belles histoires et c'est que dans le sport qu'on puisse trouver ce type d'histoire. Et son père a toujours accompagné ce muet aujourd'hui. Il fait le bonheur donc, du stade Lamantinois et à Kassaluy Franck Branco aussi. Et tous ses parents aussi qui s'adonnent aussi à leurs enfants. Tout à fait. Alors, la particularité de Daryl, c'est que, déjà très petit, c'est un jeune qui a été très motivé au-delà de sa maladie. Et d'ailleurs, c'est le sport qui, je dirais, l'a sauvé en quelque sorte, il faut le dire. Ouais. Et grâce à cette pratique régulière, grâce à sa motivation, et le fait surtout qu'il ait derrière lui des parents qui l'encouragent, lui a permis de surmonter un peu son handicap et de parvenir au niveau qu'il a. Il faut savoir que c'est quelqu'un quand même qui a participé à pas mal de jeux handi, qui a remporté également pas mal de tournois en handi. Et au-delà de ça, il a même pu faire des formations. Il faut savoir que Daryl maintenant est entraîneur. Il a son diplôme d'arbitre. Il a quel âge maintenant, Daryl? Alors, Daryl a moins de 20 ans. Voilà, mais c'est un jeune qui promet, qui en veut, qui est très motivé. Et il a la chance, comme je l'ai dit, d'avoir les parents derrière, un club derrière, la Ligue également qui l'accompagne autant que possible pour lui permettre d'aller le plus loin possible dans cette discipline et le plus loin possible personnellement aussi. Oui, alors, Manuel Méry, en 2005, si mes souvenirs sont exacts, il y a eu le centre d'élite régional qui a été construit. Oui. Quel était l'intérêt, en quelque sorte, de la mise en place de ce centre? Alors, la mise en place de ce centre coïncidait avec une génération de jeunes que nous avons eus qui étaient assez performants. Et on s'est bien rendu compte que l'accompagnement de ces jeunes était très important pour assurer un minimum de qualité dans leur progression
et surtout pour montrer le potentiel que nous avions également en Guadeloupe, parce qu'il y a des jeunes qui ont pu se démarquer. Malheureusement, bon, comme je suppose la plupart des sports, beaucoup de nos jeunes, après le bac, s'en vont. Donc nous avons pu fournir comme ça pas mal de sportifs d'un certain niveau à la métropole. Donc d'où cette idée, avec des amis, des gens qui sont des fans de sport, des gens qui ont compris qu'il fallait qu'il y ait un encadrement, une structure importante pour pouvoir développer la discipline, ont eu, je dirais presque l'audace à cette époque, et surtout la motivation de montrer le centre d'élite régional guadeloupéen. Oui, et puis c'est vrai que c'est peut-être pas très évident pour vous, puisque par rapport aux années à l'année précédente, est-ce que vous êtes en diminution de licenciés ou pas? Alors c'est vraiment dans le si, c'est vraiment dans le si. On saute des générations comme ça, il y a des vagues, je dirais, successives. Cette année-ci, bon, il faut savoir que le Covid n'a pas aidé, malheureusement. Le Covid n'a pas aidé. Au mieux de nos années, on a frisé les 550 licenciés. Ah, quand même. D'accord. Oui, bon, c'est un chiffre derrière lequel nous courons, voire même pour le dépasser. Mais bon, voilà. On avait déjà une bonne dynamique en 2020. Il faut savoir qu'on a quand même réussi à faire venir un DTN en Guadeloupe, qui a formé beaucoup de monde, qui a permis également de faire une formation au niveau du rectorat, des professeurs l'EPS pour pouvoir enseigner cette discipline, parce que dans la plupart des collèges, il y a des tables de tennis de table. Donc le pont, là, il était tout trouvé pour pouvoir développer la discipline. Et malheureusement, vous connaissez la suite. Oui. Le Covid est passé par là et beaucoup de ces projets ont malheureusement pris de l'eau. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a combien de clubs qui sont affiliés à la Fédération française? Alors, à la Fédération française en elle-même, je dirais, il y a autour de 680 clubs. Ouais. D'accord. En Guadeloupe, il y en a 6. En Guadeloupe, il y en a 6. Nous avons un comité... En fait, quand je vous ai posé la question, justement, c'était pour rester un petit peu au niveau de la région. D'accord. Oui, bien sûr. Donc, voilà, il y a 6 clubs en Guadeloupe. Le club de l'Étoile de Mornalo, le club du ping-pong club de Bémao, le Stade Lamantinois, tennis de table, l'Alliance Saint-Claudienne de tennis de table. Nous avons également La Roger, qui est le dernier club qui se situe à Gros-Bert. D'accord. Nous avons également la MJC des Abîmes. Et nous avons... je les ai tous nommés. D'accord. Il y a une question qui m'interpelle un peu. Je me souviens, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la Coupe d'Outre-mer, qui est désormais remplacée, si je crois bien, par le championnat des dom-tom. Oui, alors c'est une magnifique histoire quand même. Oui. La Coupe... il y avait la Coupe nationale des Outre-mer, c'est devenu maintenant la Coupe nationale des Outre-mer. C'est vrai que la Coupe des Outre-mer, c'était une façon, entre guillemets, de permettre aux ultramarins de se rencontrer tous les 2 ans, voire tous les 4 ans. Cela se déroulait sur la métropole durant 3-4 jours, on dira une semaine. Mais nous avons, et cela on le doit surtout à des gens extrêmement motivés, tels que Robin Racassin, lorsqu'il était président à l'époque, on a voulu quand même changer la formule, puisque cela ne permettait pas de valoriser les sports dans les Outre-mer. Donc, d'où l'idée de ramener cette Coupe des Outre-mer dans les Outre-mer. Donc, pendant 4-5 ans, la Coupe des Outre-mer se déroulait donc dans les Outre-mer. Et la Ligue qui a ouvert cette nouvelle façon de faire, c'est en Guyane. Donc, il y a eu la Coupe nationale des Outre-mer en Guyane, où il y avait la Réunion, la Guadeloupe, la plupart des îles des ultramarins. Oui. Puis cette compétition s'est déroulée en Nouvelle-Calédonie. Bon, vous imaginez déjà l'organisation qu'il y a eu derrière, mais cela permettait justement de mettre le projecteur sur cette discipline, mais sous les régions ultramarines, de façon à valoriser le sport, parce que c'était quand même le but, sur place. Donc c'est quelque chose qui a très bien marché. C'était également un désir politique également de la Fédé. Malheureusement, cette volonté politique n'a pas suivi avec la nouvelle équipe, mais bon, nous y croyons, nous y tenons et nous ferons... Et il n'y a rien qui le remplace en ce moment? Eh bien... le championnat de dom-tom.
Là, on est en train de se battre Oui. pour que la Coupe nationale des Outre-mer demeure. D'accord. Oui. Parce que c'est vraiment une occasion particulière pour pouvoir permettre aux jeunes de se confronter, de se connaître et de développer le sport. Mais au-delà de ça, au niveau des Antilles, nous avons notre propre championnat pongiste Antilles-Guyane, également le championnat par équipe Antilles-Guyane. Alors justement, cette compétition, ce sera tout à fait... C'est une transition, hein, Pascal, puisqu'il faut savoir que la Coupe des Dômes, aussi, ça a existé dans le foot, et qui malheureusement n'est plus au goût du jour, hein, Daniel. Qui a changé de dénomination. Ben oui, mais oui. Je crois qu'il y a la Coupe des Dômes en métropole. Oui, oui. Mais maintenant, Ça existe toujours en métropole. Oui, la Coupe des d'accord. Dômes. Donc ça existe toujours. Manuel Méry, justement, quelle est la place que vous accordez justement à ces personnes porteurs d'handicap? On sait que chez vous, vous avez Jean-Michel Barrault, qui je crois, dans pas bien longtemps, prendra le départ pour disputer une belle compétition. Quelle est cette place, puisqu'on sait que ce sont des personnes comme porteurs d'handicap, mais parfois mal insérées, se disent aussi mal acceptées? Eh bien, nous sommes partis sur le principe avec les membres du conseil d'administration de la Ligue. Nous sommes partis du principe que le sport, quand même, est un vecteur d'inclusion sociale. D'accord. Donc, par rapport à ça, très tôt, nous avons promotionné et encouragé la pratique du tennis de table par les personnes en situation de handicap. Nous avons quand même été très loin dans cette idée, puisque nous avons suivi un stage. Donc, il y a une dizaine de personnes maintenant qui sont formées, d'accord, des animateurs fédéraux de la Ligue française d'handisport, qui sont formés pour pouvoir permettre cette inclusion sociale et intégrer un maximum de personnes dans le tennis de table. Donc, nous avons profité d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, de la fête du sport qui se passait au niveau des élémentaires, et beaucoup de clubs dans les Trois Le Mornalo, mais surtout le PPC Club de Bémao. C'est annuel, ça, c'est au mois d'avril, ça, c'est annuel. Oui, c'était annuel, donc ça date de pas longtemps, d'accord, où nous avons des clubs quand même qui ont permis de développer cette discipline en s'approchant des enfants. Et nous avons un club qui est vraiment fédérateur dans ce domaine, c'est le club du PPC de Bémao, où il y a une pratique régulière et avec des entraîneurs attitrés pour pouvoir encadrer les jeunes en situation de handicap au sein de leur club. Alors pour vous aider justement, d'autres clubs, on a vu, et en photo, on va continuer à le voir, puisque là aussi, vous êtes bien évidemment là aussi pour expliquer ce qui se passe et comment aussi toutes ces personnes, si elles veulent venir s'inscrire. Alors là, c'est quel club? On voit aussi des jeunes avec leur... Là, nous avons deux clubs. En noir, vous avez des jeunes du Stade La Montinoise de tennis de table. Et en jaune et bleu, vous avez le ping-pong club de Bémao. On voit bien la transition intergénérationnelle. Nous voyons également au club de Bémao des vétérans. C'est très diversifié. C'est ça la particularité du tennis de table, c'est que tous les âges peuvent jouer à un certain niveau. Et il n'y a pas de limite à ce niveau. Et vous avez la relève à côté. Vous avez surtout le jeune Nicolas Toribio, hein, qui a fait partie de la sélection de la Guadeloupe lors de notre participation au championnat Pongis Antilles-Guyane, d'ailleurs qui a gagné dans sa catégorie, qui représente la relève, hein, il faut le dire, c'est la relève de notre sport. On continue avec d'autres photos, et là nous avons, on imagine, une belle sélection. Tout à fait. Donc ça date d'avril de cette année. Hein. Nous faisions partie de cette compétition, hein, le championnat Pongis Antilles-Guyane, qui se déroule tous les 2 ans. D'ailleurs, en 2024, ce sera nous, ici en Guadeloupe, qui allons l'organiser. Et je tiens... Alors, cette photo est très belle, puisque d'une part, il faut savoir qu'avec la reprise du Covid, nous avons profité pour refaire notre logo, pour refaire également les tenues, de façon de refléter l'intensité et l'amour que nous avons de notre discipline. Et c'est une participation qui s'est faite, mais vraiment, qui était vraiment particulière, puisqu'on n'a pas eu le temps vraiment de faire des regroupements. Donc, beaucoup de personnes qui étaient sélectionnées n'ont même pas pu venir. Malgré cela, nous sommes quand même sortis champions DFA de cette compétition. Donc, je tiens à saluer tous ces pongistes
qui ont vraiment porté haut la couleur de la Guadeloupe. Restez avec nous parce que vous aurez du cyclisme avec le critérium pâtisserie Kyo. C'était donc dans la région Petit Canal, Anse-Bertrand, d'ici quelques instants. Et puis, il y a des nouvelles de Kevin Livez, qui était champion junior donc de judo. Mais là, il va participer à partir de demain du côté de Ouzbékistan pour le championnat senior de judo. Donc, dans un instant, restez avec nous. Nous saluons la mémoire aussi de toutes ces personnes qui ont disparu, notamment la maman donc de compétent Edmé Suzette, force et courage, puisque ce sont des moments quand même assez difficiles. On va voir en image avec Yann, bien évidemment, mais comment on joue au ping-pong, tennis de table. Plus singulièrement, on va voir avec Yann très rapidement. Et vous allez nous dire, bien évidemment, dans quel gymnase. Voilà, ça ne dure pas très longtemps, c'est le Lamentin, ça. Oui, nous sommes au gymnase de Blachon. Blachon, Lamentin. Lors de la rencontre entre le Lamentin et le PPC. Donc là, si j'envoie les images, ils sont en train de préparer le double. Là, nous avons un extrait de la compétition avec le jeune Toribio Nicolas qui porte les couleurs de la Guadeloupe. Alors, c'est sa première compétition. Donc, la particularité de cette compétition pour nous, c'est que tous les jeunes ont augmenté leur niveau crescendo. Ce qui fait que les jeunes du début de cette compétition et ceux d'après sont complètement différents, avec un niveau qui a augmenté considérablement. Tout cela montre en fait leur envie de jouer, surtout de progresser dans cette discipline. Alors, une question, je voulais savoir, est-ce que le tennis de table est déjà rentré au pôle? Non, pas encore. On en a discuté. Oui. Ça sous-entend quand même, en termes d'organisation, quelque chose de bien organisé, de bien structuré surtout. C'est le but du travail que nous faisons, et c'est pour cela que cette année-ci, nous voulons reprendre en fait le CERG, qui est un prémisse à notre entrée au pôle. Nous en avons discuté avec le président du CROSS, qui serait partant, mais charge pour nous de nous organiser et de montrer que nous pouvons tenir cette organisation et cette structure pour pouvoir pour intégrer ce pôle. J'ai souvent l'habitude de demander au président de club quelles sont les démarches nécessaires qu'ils peuvent mettre un petit peu en évidence pour aller à la rencontre des jeunes qui font partie des clubs, qui font partie même, si vous voulez, des jeunes scolaires, par exemple. Quelle est la démarche? Alors, nous avons plusieurs démarches. Alors, en termes de stratégie, notre stratégie première est déjà la massification. Il faut faire venir des jeunes pour pouvoir justement faire de la détection, leur permettre de se confronter avec les autres, se découvrir également dans ce sport, sachant qu'au niveau des plus jeunes, nous ne nous axons pas vraiment sur la compétition, mais surtout sur la motricité fine, le déplacement. C'est l'une des particularités de ce sport, c'est beaucoup de concentration. Donc nous avons, durant la journée du sport chez les primaires, nous avons fait quelques démonstrations, montré justement au corps enseignant tout ce que le tennis de table pouvait apporter en termes de concentration, se focaliser sur une balle. Il faut savoir qu'elle est toute petite, cette balle, 4 grammes, elle roule beaucoup. Donc tout l'effort de concentration que ça demande pour pouvoir tenir cet équilibre, le déplacement, d'accord, la gestuelle, la coordination des gestes, c'est d'abord sur cela que nous nous axons. Puis, bien évidemment, après, la pratique, il y a le côté ludique également de ce sport qui est connu. On parle surtout de ping-pong, c'est le côté loisir. Déjà commencer par là, se découvrir, s'amuser et montrer petit à petit, il y a cette capacité de se perfectionner et aller vers le haut niveau. Et on commence la pratique de cette discipline quasiment comme dans les autres sports dès l'âge de 6 ans, 5 ans? Tout à fait. Tout à fait. Ça commence très tôt. C'est pas un sport qui est très contraignant physiquement. C'est un sport qui accompagne les jeunes au niveau de leur développement, motricité fine, développement musculaire, déplacement, coordination des gestes. Voilà, donc on commence vraiment, je suppose, comme tous les sports, c'est un peu ça avec les plus petits. Et petit à petit, en fonction du développement de l'enfant, de son intérêt pour ce sport, on le dirige vers la pratique du tennis de table, qui est déjà quelque chose de plus structuré, de plus construit. Oui. Vous l'avez dit, Manuel Méry, c'est un petit peu tout le sport. Madame Montluy, qui écoutait religieusement, avez-vous donc pratiqué cette discipline, tennis de table? Occasionnellement, ping-pong, oui. Ouais. Occasionnellement. Ça faisait ping ou ping-pong? Ping-pong. Occasionnellement, mais mon mari, il a joué, il avait un bon niveau. Ouais.
Et ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer à tout âge. Oui. Voilà, Ouais. effectivement. Donc, on l'a vu. Alors, je vais vous proposer, vous permettre aussi, puisque bon, c'est aussi le sport, c'est l'épreuve reine, on serait tenté de dire, mais pas avec autant de licenciés. C'est du vélo. Oui. C'est donc ce samedi. Et Priscilla Romain, eh bien, balader non seulement sa caméra, mais aussi, eh bien, son son, sa belle voix. Priscilla Romain avec le Critérium Pâtisserie Kio. 118 km 900 en terre canalienne, voilà le programme proposé ce samedi aux 90 coureurs qui ont répondu à l'appel de ce critérium. Et comme d'habitude, les choses commencent tambour battant. Dès le premier tour, au carrefour Sainte-Marguerite, une douzaine de coureurs menés par le VCS tentent une sortie. Mais le peloton veille au grain, à quelques secondes derrière, et au bout de quelques mètres, tout le monde rentre tranquillement au chaud. C'est au deuxième tour, au niveau de Duval, que se forme un groupe de têtes stables, mené par le CSCA et le VCS, les deux formations d'ailleurs le plus représentées dans le peloton. Et comme ça s'entend plutôt bien, ils creusent un joli écart avec le peloton de plus de 1 minute 40. La situation se stabilise pendant 2 tours et, au 5e tour, le CSCA fait péter le groupe de tête. Tony Chris Vanoni du VCS s'accroche, mais les lâchés prennent jusqu'à 3 minutes. Et le peloton, lui, est loin derrière, à plus de 5 minutes. Au final, c'est entre Gaël Bordet et Tony Chris Vanoni que la victoire se joue. Plus puissant, le sociétaire du CSCA l'emporte, arrachant au passage sa 2e victoire d'affilée. C'est allé partir très très vite. On était à plus de 47 de moyenne au début. Après, on a su se rattraper et on a fait un beau jeu collectif. On était à 4 représentés devant. Même dans le final, on était très bien représentés. Jusqu'à la fin, on était à 2 sur 3. Donc c'était idéal pour nous et on remporte cette victoire tactiquement, collectivement. C'est vrai que l'objectif c'était d'être représenté maximum à l'avant. Bon, chose qui a été faite, on était 3 coureurs. Ensuite, bon, à la fin, ça s'est un peu, on va dire, ça s'est un peu mouvementé. Donc c'est vrai qu'il y avait 2 juniors avec moi, c'est vrai qu'ils ont craqué. Bon, après je me retrouve seul à l'arrivée avec des CSCA. Malheureusement, le nombre a fait la différence. Au début, j'arrive à me glisser dans la chape principale. Je fais 5 tours avec le groupe. Puis au 5e tour, ça casse. Je me retrouve avec un coéquipier à moi. On décide de rouler pour essayer de conserver le classement junior. Et à la fin, on arrive à faire un doublé. Et donc, c'est une bonne chose. Le prochain rendez-vous cyclisme, c'est le 16 octobre prochain pour le mémorial Jean-Louis Ferron. Alors, il y a quelqu'un qui sera super contente. Voilà. Donc, de victoire donc, de Yuri Marguerite chez les juniors. Donc, je vous laisse faire ce petit clin d'œil, Yuri Marguerite, et qui d'ailleurs, vous l'avez entendu, avec ses cheveux un peu frivoles, du VCS, il réalise le doublé avec Romney Maël et puis Luigi Horn, le fils donc, de Guy Horn, qui va bientôt changer et signer avec la formation donc, des Abîmes. 4e d'Abrion, Ryan, Virin, Sullivan, Longfort termine 6e, Longfort, Davy et Boucault, Dylan termine à la 7e place. Très rapidement pour vous dire que chez les seniors, mais c'est Gaël Bordet qui remporte sa 2e victoire d'affilée, puisque le week-end dernier, il avait remporté ce critérium de culture vélo. Et puis ce samedi, eh bien, il remporte pratiquement au sprint devant Vanoni Tony Chris. Nous saluons sa mère du côté de la platine. 3e, Caio Taino, qui d'ailleurs signe avec une formation métropolitaine. 4e, Relmi Luigi. Du CSCA, 5e Philippe, j'allais dire Philippe, mais c'est le fils donc de Philippe Palmis, c'est Philgui Palmis, et puis Fenley Boyau termine à la 6e place, et puis toujours comme ça on a l'habitude de le faire, un petit clin d'œil. Ce sont pour nos amis martiniquais. C'est Nubul Owen qui termine à la 25e place, toujours dans le même registre pour vous donner la liste définitive. Nous saluons Dominique Donat qui sera parmi nous lundi prochain, puisque la sélection, oui, c'est vrai que la Caraïbe quand même avait été touchée par Fiona, a été touchée par d'autres intempéries. On se pose encore la question, est-ce que ce championnat des petits pays de la Caraïbe aura lieu? En tout cas, la liste définitive vient de tomber. Sélectionné pour le championnat de la Caraïbe, ce sera donc du 21 au 23, donc du côté de la République de Saint-Domingue. C'était prévu en Haïti, mais vu les circonstances, Trevor Bailey et donc son staff ont décidé tout à fait autrement pour ce championnat. Donc Taino Caillot, donc du CSCA, âgé de 21 ans, une moyenne d'âge de 21 ans, sera donc avec les
couleurs donc, de la Guadeloupe avec Raphaël Lautonne, le double champion donc en ligne et champion du contre-la-montre individuel. Raphaël Lautonne qui d'ailleurs a changé de club cette année, beaucoup de mercato. Troisième, donc Tony Chris Vanoni, âgé de 20 ans du VCS, lui de la même qui a terminé deuxième. Et puis Jérémy Deloumeau, âgé de 24 ans de la JCA. Et pour terminer, Phil Guy Palmiste, UV Nord, âgé lui de 19 ans. Les encadrants techniques, nous avons Dominique Donat, directeur sportif, et également Bruno Aucan, assistant sportif. Avant donc de passer au classement donc de groupe A et de groupe B pour donc le handball, ce sport allemand, eh bien nous avons des judokas. Il n'y a pas que Thierry Riner, il n'y a pas que Richard Etienne, champion du monde de judo. Nous avons aussi le jeune Kenny Livez, champion du monde junior. Je vous propose, si vous n'avez pas encore fait connaissance avec Kevin Livez, eh bien juste en 40 secondes, Kevin Méridan. Kenny Livez fait son entrée dans la cour des grands. Après son titre de champion du monde junior obtenu au mois d'août, le jeune judoka guadeloupéen entre en lice demain pour ses premiers pas au championnat du monde senior cette fois, dans la catégorie des moins de 100 kilos en Ouzbékistan. Il sera dans la poule B. Son premier adversaire sera Adnan Kankan, un judoka de 28 ans faisant partie de l'équipe des réfugiés de la Fédération internationale de judo. Cet athlète expérimenté semble être tout de même à la portée de Kenny pour ses débuts dans cette compétition pour laquelle il n'a qu'un seul objectif, conquérir le titre. 5 rencontres pour espérer se qualifier pour la finale, le rêve pour ce Guadeloupéen si talentueux qui espère apporter sa première médaille à la France. Voilà, première médaille à la France, en tout cas chez ces seniors. Donc on vous a vu regarder aussi, Madame Montluy, votre mari a fait du tennis de table et vous avez du judo, c'est bien ça? Non, pas du tout, que du football, que du football. D'accord, restez avec nous, gardez ce sourire, Manuel Méry, gardez toujours cette petite raquette. Richard Etienne, restez avec moi. On fait cette pause pub et puis nous revenons pour cette deuxième et dernière partie donc, de Challenge Sport 10 avec ce que vous attendez avec impatience. Eh bien, les citations, à tout de suite. Voilà, retour sur le plateau avec nos invités. On le rappelle, Manuel Méry, président de la Ligue de tennis de table, qui est avec nous pour nous parler et qui a été d'ailleurs très explicite aussi quant à l'approche que nous devrions avoir sur le tennis de table et également aussi ces personnes porteurs d'handicap. Je ne vais pas dire Gisèle, hein, c'est tout simplement Daniel Montluy, président de la commission régionale donc, pour le foot de la Guadeloupe. J'ai envie de vous poser une question avant de passer la parole à Richard Etienne. Vous avez longtemps souffert, je dis vous, c'est les femmes. Dans le monde du football, on a souvent dit que c'était ce côté machisme. On l'a vu du côté de l'Hexagone, ça prend beaucoup plus d'ampleur puisque aujourd'hui les matchs sont diffusés, mais vous avez beaucoup souffert et je crois que la S Anonyme, c'est ça, Anonyme, c'est des abîmes, c'est des abîmes. Le Moule. Vers le Moule a été l'un des premiers clubs d'ailleurs titré aussi qui a pris naissance, mais vous avez souffert aussi de ça. Vous étiez déjà là ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'étais là bien avant, bien avant. J'ai joué à l'USM, j'ai joué au CSM. J'ai joué au CSM à l'époque. Le club sportif moulien avait un club féminin. Et à l'époque, moi, je trouvais c'était beaucoup mieux parce que la tribune était remplie quand on jouait. Nous. Ah ouais. Parce que les matchs féminins se faisaient enlever le rideau de la R1. Ah ouais, à l'époque, donc, on avait tous les supporters du CSM qui venaient avant le match nous regarder. C'était mieux avant. Ça, c'est à l'époque du FC4. Hein. Non, bien avant. Bien avant, dans les années 78, 79, bien avant. Donc, et ensuite, les supporters restaient pour regarder le club sportif moulien jouer. Et après, ça a peu éclité, en fait, quelque part. Après, l'équipe, après, les gens sont partis faire leur vie et puis il n'y a plus d'équipe. Moi, je suis parti en métropole, la plupart des filles sont parties en métropole, on a fait notre vie. Aujourd'hui, un peu déçu, vous êtes la présidente, vous avez envie je dis bien envie, je m'entends, envie de revivre tout ça, c'est assez Oui, tout à fait, parce que moi, je trouve les matchs, quand on va sur les matchs féminins, on n'a pas beaucoup de public, en fait. Et je pense que si on joue en levé de rideau des grands matchs, on aura plus de public. C'est à vous de faire cette demande ou pas? En tant que présidente de commission, non? Oui, pourquoi pas. Oui, vous l'avez faite? Mais après, il y a un problème de terrain. En ce moment, il y a un problème de terrain. Donc, il y a des matchs qu'on ne pourra pas faire. Par exemple, si vous avez un match en nocturne, vous avez beaucoup de terrain, on ne peut pas jouer en nocturne.
Ah donc ouais. on est obligé de jouer l'après-midi. C'est ça Maintenant, il y a la aussi, R1, la R2, la R3, et puis donc c'est un peu compliqué, mais on peut travailler là-dessus. Ouais. Juste un mot, que pensez-vous du CERFA, ce centre Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Parce qu'après le pôle, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Celle qui signait partant en métropole, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Et là, moi, je trouve le centre d'élite d'Amérique, moi, je trouve que c'est très bien. Ça permet à ceux qui sortent du pôle et ailleurs, Antilles-Guyane, je trouve que c'est une très bonne initiative. Ça leur permet de travailler, de progresser, et puis voilà. Oui, parce qu'il faut dire aussi, Pascal, quand vous le faites de parler justement du CERFA, il faut dire qu'il y a quand même un directeur qui est exceptionnel en ce moment, Roland Seux, qui est là actuellement et qui fait un travail, un gros travail. Il faut dire aussi qu'il a le matériel nécessaire pour pouvoir permettre justement à ces gamins d'y arriver. Mais pour parler justement des filles qui sont actuellement là-bas, qui sont partis en sport-études, je crois. Je pense notamment avec Salon Luby ou encore Kellys, qui sont à ici les Moulineaux. Est-ce que vous les suivez, ces gamines? Oui, c'est-à-dire nous partageons des informations avec les coachs. Les enfants aussi, nous les avons régulièrement au téléphone. Il faut dire que les enfants sont dans un centre en semaine, mais le week-end, les enfants sont dans la famille. Donc au moins, la famille guadeloupéenne n'est pas là, mais la famille de la métropole est là. Donc il y a toujours ce lien qui est là, quoi. Je me réjouis justement de très bons résultats pour une fille qui fait partie désormais de l'équipe de France, qui est des Saintes, rappelez-moi le nom. Lindsay Thomas. Lindsay Thomas, et qui est partie de rien. Et voilà, quelques années, elle a progressé aujourd'hui. Oui, voilà. Elle a été appelée en équipe de France. Le travail paye. Le travail paye. Il faut toujours travailler. Voilà. Et est-ce que ce sont des arguments, ce sont des arguments que vous transmettez à toutes ces jeunes? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, nous avons deux petites filles à Clairefontaine, au Pôle France, des filles qui ont été formées en Guadeloupe. Donc, nous transmettons ces valeurs-là aux filles. Ce sont des modèles. Et justement, c'est pour ça, à chaque fois, je dis, pour la formation des cadres, il faut que les filles ont des modèles. Si les filles veulent se projeter demain ou après, pour dire je veux être ça, donc il faut des modèles. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut féminiser, il faut former les cadres féminins de façon à que les jeunes se projettent. Alors, est-ce que vous prenez votre bâton de pèlerin? C'est exactement la même question que j'ai eu l'occasion de poser à même Mairie Manuel. Est-ce que vous prenez votre bâton de pèlerin, par exemple, pour aller vers les écoles justement? Oui, tout à fait. Nous travaillons, il y a le sport à l'école, nous travaillons avec les écoles, nous travaillons également avec les ALSH. Donc, depuis quelques années, depuis avant la crise sanitaire. Oui. Depuis avant la crise sanitaire, nous travaillons avec les écoles élémentaires. Et comment faire, justement, comment faire pour sensibiliser aussi les parents? Parce que c'est toujours resté un sujet tabou, de dire aux parents, bon, il faudrait que votre fille fasse du foot, par exemple. Oui, c'est vrai, les parents sont un peu réticents. Ils disent que le football, c'est un sport de garçons. Oui. Il y a des parents qui nous disent, si ma fille joue au football, elle aura un corps de garçon, alors que c'est pas vrai. Les filles qui jouent au football sont féminines. Donc, après, c'est un travail à faire. C'est un travail à faire au quotidien pour pouvoir expliquer aux parents comment ça se passe. Moi, je sais qu'il y a des parents qui étaient réticents, qui ne voulaient pas envoyer leurs enfants jouer au foot. Ces enfants-là sont à l'école de football chez nous. Donc, il y a un travail qui a été fait et puis voilà, ça commence à prendre... Et c'est valable, Pascal, pour toutes les disciplines, ce genre d'argument, y compris le cyclisme. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve assez confronté à ce type d'événements, si on est tenté de dire. Mais bon, il faut trouver les mots, MOTS, pour pouvoir argumenter aussi face à tous ces dilemmes. Et même dans le football et un peu partout aussi, mais surtout un petit peu dans le football. Je ne veux pas être trop celui qui frappe sur le football, mais j'ai eu l'occasion un petit peu de jouer, de toucher au ballon. Il y avait aussi beaucoup quelque part de favoritisme. Oui. C'est un tel que jouait avec un tel, ou sinon on peut que jouer. Mais enfin bon, bref, on souhaite aussi que tout ça aussi puisse avoir disparu aussi. Non, mais... quelque part, c'est un peu ça. Parce que c'est vrai que si aujourd'hui on prenait... donc, mais à l'époque, vous avez parlé aussi d'une belle époque, Madame Montluy,
où il y avait des clubs aussi, mis à part donc des clubs qui étaient affiliés. Je me rappelle de Jacques Allais. Oui. Il y avait Jacques Allais, il y avait Charette-là, il y avait l'équipe de Mortenol, Mario Rodomont, Christian Hérard. Si on reprenait ces mêmes joueurs-là aujourd'hui et ce potentiel-là, croyez-moi que tous ces joueurs seront dans l'équipe de France. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens. Ça, vous le reconnaissez aussi. Oui, tout à fait. Et, Moi, à l'époque, quand je jouais au foot, bon, on dit que le football, c'est un sport de mature, mais j'ai toujours eu ma place. Dans le quartier, j'ai toujours eu ma place. Avec les hommes? Toujours. Oh, toujours. Tout le monde voulait jouer avec moi. J'ai toujours eu ma place. Oui. J'ai toujours eu ma place. Quelle section? Défenseur central, j'ai toujours eu ma place. Quelle section? Donc, comment? Au boule? Derrière le fort. D'accord. Justement, c'est le quartier où tous les grands footballeurs du CSM ont été formés. Vanoni, vous savez, Valo, vous avez Syndico, vous avez tous ces gens-là. Le Bogne, Jean-Laurent Le Bogne. C'est dans ce quartier-là, tous ces gens-là ont été formés. Pascal aussi, peut-être, non? Non, un petit peu plus loin, lui, c'est un petit peu plus loin. Et ces gens-là, je jouais avec ces gens-là. J'avais toujours ma place. Vous avez un très bon éducateur, très bon pédagogue aussi, qui est parti du côté de la Juventus. Et il a organisé des tournois aussi dans le deuxième terrain, votre deuxième terrain à Le Moule. Sergent. Et qui est décédé? Qui est décédé? Eh bien, c'est Wana. Aliwana. Ali. Voilà quelqu'un que j'appréciais beaucoup. J'ai eu l'occasion aussi d'aller dans ces différents tournois où lui, il réunissait tous ses enfants, mais ça durait pratiquement tout le week-end. Ce petit clin d'œil. Manuel Méry, on a demandé à madame ce qu'elle a fait. Elle a tout dit. Vous avez joué au foot, vous avez fait du vélo. Je crois que vous étiez aussi dans le judo à un moment donné, non? Non, moi j'étais d'un sport juste à côté, je faisais du karaté. Mais c'est des arts martiaux aussi, ça. Oui, tout à fait. C'était mon premier sport. Combien d'années? J'ai pratiqué le karaté pendant 5 ans. Avec Paulin, Saokis? Exactement, à la gamme. Avec Camille? Avec Camille. Moi j'ai pratiqué avec Nicole. Tout à fait. Nicole Saokis. Voilà. C'est bien. À cette époque, on pouvait faire plusieurs sports. J'ai fait également du tennis, j'ai fait du rugby, j'ai fait un peu... Vous connaissez bien votre kata alors? Même si ça date, mais le kata reste toujours. Ben oui, on a ces petites habitudes, on le a kata, ces réflexes qui le... Alors, ça bouge pas. Justement, vous parliez, Pascal, de Camille Paulin, qui, je sais qu'il a quelques petits problèmes de santé, mais c'est un monument dans la discipline. Je le revois encore, justement, à Hibiscus, dans sa salle là-bas, où il a eu l'occasion de former pas mal de jeunes, pas mal de jeunes, et qui aujourd'hui sont devenus, se sont insérés dans la vie sociale, puisque ça, il faut quand même dire, quelle que soit la discipline, c'est un vecteur qui vous permet justement de vous trouver dans un rang social ô combien intéressant. Juste avant de passer au hand, puisque je sais que vous aimez ça, le handball, ça donne donc les résultats, différents résultats, et également les classements qui vont suivre, puisque là nous entrons bien évidemment au terme donc de ce challenge sport numéro 2. Avec vous, donc Richard Etienne, le temps que vous preniez vos papiers, notes et crayons, résultats et classements pour cette journée. Je crois que c'était donc la 3e journée. La 3e journée, on va voir tous en l'image, puisque, 3e journée, en excellence masculine. Alors, regardez bien, la ZUP qui était opposée à la JSA, victoire des Abémiens sur le score de 23-13. Dans l'autre match, à savoir l'Infini face à la CB, malheureusement, il y a eu quelques petits problèmes, terrain, gymnase non praticable. L'Étoile qui était opposée au HBC, victoire de l'Étoile 27-25. La JTR qui a été battue par le Zayanna 33-24. Et puis une autre rencontre. Alors regardez l'écart. Club Sport qui était opposé au Caps Hands, 60-13, écrasante victoire justement de cette équipe. Ce qui donne au classement, peut-être les résultats avant, pour ce qui concerne les hommes, on va voir ça tout de suite. Alors, résultat en ce qui concerne les hommes, la ZUP qui a battu la JSA sur le score de 32-24. Je vous l'ai dit, l'Infini finalement n'a pas pu jouer contre la CB pour des raisons que vous connaissez déjà. L'Étoile a été battue par le HBC sur le score de 30-15 et 42-24 pour la JTR face à Zionla, la Gauloise, qui a battu le Cygne Noir sur le score de 28-19. Pas de classement? Non, pas de classement. Ça va venir de toute façon. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur le classement
dans une prochaine édition. Très bien. Donc nous arrivons au terme, on l'a dit. Madame Monlu, merci d'être venue, mais avant, peut-être que vous ne connaissiez pas justement donc le concept de Challenge Sport 10. Donc, je découvre. Vous découvrez, mais c'est magnifique, c'est un peu aussi le but. Donc il y aura cette citation, c'est ce côté décalé, cette manière d'apporter l'information, on le dit assez souvent. Ne le prenez pas pour vous, ce sont des citations comme ça, donc qu'on va chercher, Amandine et moi, donc, et puis nous transmettons ces citations. Comme quoi on peut aussi se retrouver à travers ces citations. Prochain rendez-vous pour vous, Madame Monluy, avec les filles. Prochain rendez-vous avec les dames, pardonnez-moi. Le week-end prochain. Belle journée, c'est ça? Le week-end prochain contre l'Arsenal. Waouh, c'est du... Et ça sera la deuxième journée. Deuxième journée. La deuxième journée. Voilà. Manuel Méry. Eh bien, prochaine, nous, ce sera la 3e journée, samedi 12. Samedi 12, très bien. Alors, les citations, c'est parti. Allez, on est parti pour quelques secondes de bonheur, et puis on va faire le tour, voilà. Peut-être avec vous, on va commencer avec vous, Madame Monluy, si vous pouvez lire. La seule personne dont vous avez besoin dans la vie, c'est celle qui vous montre qu'elle a besoin de vous dans la sienne. Qu'en pensez-vous? C'est une belle citation. Kimberet, il adore. On va continuer. Avec Manuel Méry. Comment veux-tu que l'État nous respecte si entre nous, on se comporte comme des traîtres? Ah oui. Ça dit quoi? Je pense que tout est dit. Il est belle. Il adore. On continue. Étant donné qu'on va tous mourir, si quelqu'un est amoureux de moi en cachette, eh bien c'est le moment de se manifester. C'est du côté, comme on l'a dit, hein, c'est un peu décalé. C'est vrai qu'on a tellement de soucis toute la semaine. Donc mais ça incite à la réflexion. Voilà. Donc, voilà, quoi de mieux que ce type de citation. On enchaîne. Allez, pendant le cours de géographie, l'institutrice demande à Jean-Pierre, cite-moi les continents que tu connais. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas donner 4 ou 5. Alors, oui, madame. Alors, il y a l'Asie, l'Océanie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique et Papy. Papy. Mais pourquoi Papy? Eh bien, ma mère elle dit toujours que Papy est un continent. Ouais. Mais c'est un continent. Papy est un continent. Vous avez les enfants, souvent la vérité sort de la bouche des enfants. On enchaîne avec Madame Monluy. Plus jamais je vais laver ma voiture à l'eau chaude. Il faut faire attention, hein. Il y a 90 degrés, 60 degrés, il faut nous faire attention à ça. On enchaîne presque au terme. Sois une bonne personne, mais ne perds pas ton temps à le prouver. Ah. Il est bon? Très bon. Il adore. Mon chéri, tu es exceptionnel. Nous nous connaissons que depuis 3 semaines et je suis déjà au 3e mois de grossesse. Il est rapide, lui. Il est très, très rapide. On continue avec ce petit côté décalé. Alors, bien souvent, les gens vous envient, et ça arrive assez souvent, parce qu'ils ignorent, en tout cas, les réalités que vous affrontez en silence. Alors, c'est vrai qu'il y a ceux qui pleurnichent tout le temps, mais il y a ceux aussi qui ne pleurent pas et qui gardent en soi, et ça s'appelle de la résilience. Et c'est de William Sinclair? William Sinclair. Qu'est-ce qu'il est Dan Sinclair? On peut se poser un petit peu la question? C'est quelqu'un qui voit. Il voit bien. Il est belle. On enchaîne. Papa va m'en prendre tout ce qu'il sait. Maman dit que ça va être rapide. Ah ouais, les mamans aussi, vous détonnez la vérité. Hein. Quand vous dites quelque chose, maman a dit que ça va être rapide. Voilà. Donc, quand c'est papa qui apprend. Manuel Méry. Mon mari m'a demandé de choisir entre le chat et lui. Mon mari me manque parfois. Eh bien, c'est un beau chat, ça. Comme quoi? Allez. Merci d'éviter de faire des fautes quand vous écrivez sur ma page ou monte-mur. Merci à tous. Ah. Oui, il faut vraiment attention. Hein. Ah oui, moi je pense que lui, il a fait l'ENA. Ah oui. Peut-être la meilleure pour la fin? Voilà. Ton patron essaie de t'en sorceler. Mais l'autre qui lui dit, ouais, mais pas ni rien. Je suis chômeur. Voilà. C'est fini? C'est fini. C'est fini, c'est fini. Eh ben c'est le terme aussi donc de ce tout deuxième challenge. Merci Madame Monluy, le mot de la fin pour vous. Merci. J'ai découvert votre émission ce soir. Ça, c'est vrai, c'est sympa. Ça change de l'ordinaire. Voilà, merci de m'avoir invité. Et on dit que les moments ordinaires, ce sont les meilleurs moments. Enfin, comme voulez-vous. Manuel Méry, merci en tout cas d'être revenu.
Bien, merci déjà de m'avoir invité pour permettre de mettre le tennis de table en avant. Il le vaut bien. Oui, eh bien, juste après cette émission, il faut quand même le préciser, vous aurez droit à ce match que nous avons suivi pour vous, chers amis téléspectateurs, à savoir AS Gosier face au CSC, match comptant pour la 4e journée de Régional 1. C'est l'extrait que nous avons eu tout à l'heure. Oui, exactement. Très beau match. Oh, bah, ce n'était pas un très grand match, c'est un match de reprise. Et je crois qu'il faut dire ça comme ça, Pascal, puisqu'en fait, bon, le CSC, c'est une équipe qui sort de la Régionale 2. Et d'ailleurs, vous l'avez entendu, hein, le coach, à savoir Charles-Henri Smith, lui, il n'a pas les moyens pour travailler. Il n'a pas un effectif capable de pouvoir représenter ce club capestérien. Il a fait avec les moyens du bord, mais en travaillant, ça je le dis, en travaillant, eh bien cette équipe-là peut progresser. Mais en face, il y avait une équipe gozérienne qui monte en puissance et qui me fait penser à celle qui a eu l'occasion d'évoluer il y a de cela peut-être 2 ans avec notamment Ricardo Philibert, des joueurs comme ça. Donc, regardez bien ce match tout à l'heure et vous allez pouvoir faire votre propre analyse. Merci beaucoup, reste comme ça. Donc, avec Yann à la réalisation technique ce soir. Donc, au prochain rendez-vous, eh bien, c'est vendredi à partir de 19h, puisqu'il y a aussi ce panorama qui est donc fixé, ce rendez-vous tous les vendredis. Avec Séverine, ça va tourner bien évidemment le vendredi soir. Et puis lundi prochain, mais ce sera Séverine qui sera sur le plateau pour ce 3e numéro de challenge. Et puis, d'ores et déjà, on peut vous dire que Dominique Donat, le directeur sportif, le directeur technique donc, de la sélection du comité régional des îles de Guadeloupe sera sur le plateau. Et il sera question aussi de la non-participation. Pourquoi les dames ne sont pas appelées sur le championnat des petits pays de la Caraïbe. L'invitation a été faite que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Donc, j'espère en tout cas que Dominique Donat nous donnera cette réponse. Merci à vous. Bon début de semaine à vous tous et toutes. Il n'y a pas que le vélo dans la vie, quel que soit le sport que vous choisissez. C'est important de faire du sport. Bonne soirée à tous. Merci Yann. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao.